Lors du sommet des BRICS en Russie, Poutine a montré ces images, des billets et même une carte bancaire au nom des BRICS. Alors est-ce un véritable pied de nez à l'impérialisme états-unien? Et bien pour savoir ça, il faut démêler les faits et les effets d'annonce. Bienvenue dans Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique, c'est tous les jours à 18 h, donc si tu connaissais pas, pense à t'abonner. Allez, la semaine dernière, on a eu donc le sommet des BRICS. Les BRICS, c'est un groupe de 9 États qui se rassemblent régulièrement. À sa création en 2009, on y trouvait l'État brésilien, russe, indien, chinois et sud-africain. Et cette année, d'autres États ont rejoint le groupe. On a donc l'État égyptien, émirati, iranien et éthiopien. Et tu as d'autres États aussi qui ont rejoint en tant que partenaires. Et ce sommet cette année a été l'occasion de belles annonces. Il y a eu par exemple les représentants de l'État indien et chinois qui ont signé un accord historique sur les frontières de l'Himalaya où des tirs étaient régulièrement échangés, comme on l'a vu dans notre vidéo Inoxtag sur le canal réfractaire. Les dirigeants des BRICS ont aussi eu leur petite déclaration de soutien face à la Palestine contre les crimes israéliens, sans rien annoncer de concret évidemment. Alors que tu as quand même pas mal de ces pays qui sont comme des partenaires privilégiés de l'économie et de l'État israélien, mais bon voilà, les annonces ça coûte moins cher. Restent les questions économiques qui sont les plus importantes, avec en tête celle de la dédollarisation. Alors, on entend par ce mot que depuis longtemps, le dollar est utilisé comme monnaie commune internationale pour les échanges. Ce qui permet à l'administration états-unienne, pour aller vite, d'imprimer à volonté des dollars pour financer son industrie et d'imposer ce qu'on appelle des sanctions contre des entreprises ou des économies nationales entières, puisque les échanges étant basés sur les banques et le système de paiement états-unien, ils peuvent les bloquer à volonté. C'est ce qui se passe en ce moment, par exemple à Cuba ou en Iran. Et comme symbole de cette dédollarisation, Poutine a montré ces images de cartes de paiement et de billets des BRICS. Sauf qu'en réalité, ces cartes et ces billets ne sont pas utilisables et aucun calendrier de mise en place n'a été avancé. En fait, la tâche d'une monnaie commune est très compliquée à mettre en place. Ça implique la création de nombreuses institutions financières supranationales et d'une harmonisation des différentes économies, ce qui est très long à faire et surtout pas forcément souhaitable. Par exemple, l'État chinois refuse d'avoir une monnaie commune entre les BRICS, ils veulent plutôt profiter de leur puissance économique et de leur propre institution internationale pour imposer leur monnaie aux BRICS et avoir les privilèges similaires de l'administration états-unienne avec les dollars. Et c'est là qu'on arrive au cœur des contradictions des BRICS, c'est qu'il s'agit d'économies très différentes et très souvent concurrentes sur leur marché, comme entre l'économie indienne et chinoise. Il ne s'agit pas d'un bloc uni, mais plutôt d'un ensemble d'économies et d'États qui chopent les opportunités comme ils le peuvent. Pour vous donner un exemple, l'augmentation des tensions entre l'État chinois et états-unien profite au capitalisme indien qui accueille à bras ouverts la finance européenne et états-unienne pour constituer d'immenses entreprises cartellisées, industrielles et bancaires. Donc pendant que le capitalisme indien fusionne de plus en plus avec le capitalisme occidental, européen et états-unien, tu vois le chinois qui s'en détache et tu vois donc ces dynamiques qui sont très différentes. Sachant que les économies indiennes ou chinoises sont largement dépendantes encore du marché européen et états-unien où ils font des milliards de profits en écoulant leurs marchandises. Et c'est une position qui est très différente de l'économie russe ou iranienne par exemple, qui eux sont sous sanctions et donc n'ont plus trop de lien avec les économies européennes et états-uniennes. Et évidemment, ces situations qui sont très différentes fait qu'il est très compliqué d'avoir des politiques communes entre ces pays. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi au niveau des marchés financiers à l'international, ces annonces n'ont pas convaincu. Aucune des devises des BRICS n'a pris de la valeur hormis celle de l'Afrique du Sud. Et ça contrairement au dollar qui atteint presque son niveau historique. La question du troc pourrait donc être renforcée d'après l'article des Échos, ce qui permet un échange de marchandises sans passer par le dollar et ses sanctions, mais aussi sans avoir besoin d'institutions financières communes. Et c'est beaucoup déjà mis en place avec l'économie iranienne. Donc la dédollarisation, c'est pas pour demain, mais concrètement, ça avance quand même. Les BRICS ont annoncé par exemple un système de paiement entre leurs membres, un système interbancaire qui s'appelle BRICS Clear. L'idée est de se passer de SWIFT, qui est un système états-unien interbancaire dont on avait beaucoup parlé en 2022 comme moyen efficace de sanctionner l'économie russe. Dans ce sommet, il y a aussi l'évocation d'un système d'assurance financier entre les membres qui est un élément indispensable vers la dédollarisation. Et pour finir, il y a eu aussi une annonce pour la formation d'un cartel de producteurs du blé à l'image de l'OPEP pour le pétrole, avec dedans les industriels indiens, chinois et russes qui sont tous trois dans le top 4 des producteurs de blé.
Avec ce cartel, ils espèrent pouvoir mieux réguler la production et la demande à l'international pour pouvoir profiter un maximum des profits de ce commerce-là. D'après les analyses de Jacques Sapir, ces projets pourraient mener à une perte de l'usage du dollar et des institutions états-uniennes dans le monde, menant à une baisse d'efficacité des sanctions, qui sont déjà constatées aujourd'hui d'ailleurs, mais surtout à une difficulté de financement pour l'État fédéral états-unien, donc par exemple sa capacité à financer des guerres. Le Monde Diplo résume cette affaire en disant que pour ces États, l'objectif c'est surtout de faire un peu les opportunistes pour tirer les bienfaits de la mondialisation, attirer les capitaux étrangers, vendre leurs marchandises à l'étranger et faciliter la levée de fonds. Donc au final, développer un autre capitalisme qui serait concurrent du capitalisme états-unien, sachant que les deux sont en réalité très liés. Mais cet affrontement impérialiste est quand même la toile de fond de toutes les guerres économiques ou militaires de ces dernières années. Et si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, tu peux t'abonner à notre chaîne Le Canard Réfractaire. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette réunion des BRICS? Dis-nous ça en commentaire. Allez, on passe à la deuxième information de cette actu réfractaire et on va vous parler de l'État israélien. Le groupe de Netanyahou à l'Assemblée israélienne va proposer prochainement l'interdiction du parti communiste israélien qui s'appelle le Hadash. Et interdire un parti politique qui a des élus et des électeurs, c'est un geste fort, et si tu as un parti politique, après ça, il va pas falloir déconner. Mais pourquoi veulent-ils interdire ce parti politique? Tout simplement parce que c'est l'un des rares qui s'oppose à la guerre. Alors évidemment, officiellement, les raisons, c'est que le parti promeut les idées pro-palestiniennes et nuit à l'identité juive de l'État. Mais même la raison officielle est assez ouf parce que, en fait, concrètement, le parti n'est pas incriminé pour des actes, mais pour des idées. En plus, il faut savoir que ces idées, beaucoup de citoyens israéliens les partagent puisque le Hadash est un petit symbole de la lutte pour l'égalité entre les citoyens juifs et arabes. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? Déjà, cette proposition a été déposée par le camp présidentiel. Donc s'ils votent en bloc, ça passera puisqu'ils ont la majorité, ils ont 64 députés sur 120. Mais ça peut aussi être une action individuelle de députés pro-Netanyahou pour intimider l'opposition. Et dans ces cas-là, si les députés votent en ordre dispersé, beaucoup d'alliances sont possibles pour bloquer la décision. Mais quoi qu'il arrive, la décision va pouvoir être contestée par la Cour suprême en Israël, qui est assez célèbre là-bas, pour s'opposer très régulièrement aux décisions de Netanyahou, notamment sur la liberté d'expression ou la colonisation. Mais quoi qu'il arrive, cette tentative de museler l'opposition à la guerre dans des institutions, ça va avoir des conséquences. Parce que l'opposition à Netanyahou et à sa guerre, elle existe avant tout dans la société israélienne. Donc si tu n'as aucun relais qui est offert à la voix dissidente dans les institutions, ces voix vont exploser en dehors des sentiers battus. Et quand ça arrivera, il sera peut-être trop tard pour le gouvernement. Mais c'est pas tout, et vous allez voir quand on met ces deux informations ensemble, un peu bizarre. Là, tu as hier l'Assemblée qui a voté une résolution pour interdire la présence de l'ONU en Israël et en Palestine, qui offre pourtant l'aide humanitaire aux Palestiniens. Ils visent une organisation précise, c'est l'UNRWA, qui a été créée en 1949 et qui administre entre autres les écoles, les centres de santé et qui apporte de la nourriture aux Palestiniens. Depuis le début de ces massacres, l'État israélien a un énorme problème avec le droit international et voit pas d'un bon œil que l'ONU soit en première ligne. Donc il fallait trouver une excuse pour dégager l'ONU, et cette excuse, c'est que cette agence aurait participé au massacre du 7 octobre. Évidemment, Netanyahou n'apporte aucune preuve à ça. Et cette décision, elle est désastreuse, puisque ça va compromettre toute l'aide qui parvenait aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Mais ça va aussi impacter la population de la Cisjordanie occupée, puisqu'ils dépendent de ces écoles et de ces hôpitaux de l'ONU. Sachant que ça fait plus d'1 an que l'État israélien assassine les humanitaires. Donc pour essayer de les chasser justement de Palestine, pour pas qu'ils voient ce qu'ils sont en train de faire aux Palestiniens. Donc là, en gros, ils officialisent ce qui était déjà un fait avant. Cette loi, elle a été adoptée à 92 voix contre 100. Et vous savez qui a voté contre? Le Hadash, qui a profité de cette tribune pour mener les débats jusqu'au bout et dire les termes sur les massacres. Les deux infos de vouloir museler l'opposition et de dégager l'ONU, ça montre que peut-être qu'ils veulent dégager les témoins face à une autre action qui va peut-être être beaucoup plus contestée à l'intérieur de la société israélienne, c'est bien sûr la guerre en Iran. C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne bien chargée en actualité internationale. D'ailleurs, sur notre Tipeee, on a quasiment 9000 € et c'est ça qui nous permet de nous financer la quotidienne d'Actu Réfractaire, mais aussi Canard Réfractaire. Donc si vous voulez nous aider à maintenir cette quotidienne, les dons, ça reste le meilleur moyen pour qu'on puisse dépasser ces 9000 €. On se dit donc à demain pour votre prochaine Actu Réfractaire. Des bisous.